rurale et logistique urbaine durable. C'est un programme qui a été déployé dans le cadre des C2E, donc certificats d'économie d'énergie, et qui est porté par l'ADEME, le CEREMA dont je fais partie, Logistique Low Carbone et le cabinet Roseau. L'objectif de ce programme, c'est d'accompagner les collectivités locales, donc métropoles, comités d'agglomération, communautés urbaines, dans l'élaboration de chartes partenariales avec les acteurs économiques du territoire pour mettre en place un plan d'action opérationnel en matière de logistique urbaine durable. Pour ce faire, le programme Interlude a une méthodologie en 3 temps. La première étape de cette méthodologie, c'est la bonne connaissance du territoire. Donc le fait d'avoir un diagnostic, connaître ces flux de marchandises localement. La deuxième étape, c'est la concertation, c'est-à-dire le fait de travailler avec l'ensemble des parties prenantes de la logistique urbaine. Donc ça va être les acteurs économiques locaux, mais aussi les acteurs institutionnels et publics. Je vous parlais tout à l'heure des partenaires du programme. Pour vous faire rapidement un tour, le CEREMA accompagne les collectivités dans la déclinaison de cette méthodologie en fonction des enjeux locaux et de l'état de maturité du territoire sur la question de la logistique urbaine. On a Logistique Low Carbone, qui est une filiale de la CGI qui a été créée spécialement pour ce programme, qui a une mission de sensibilisation, de mobilisation et d'accompagnement des acteurs économiques pour faire émerger des instances de concertation localement et travailler avec la collectivité à ce plan d'action opérationnel qui est donc l'objectif final d'avoir des actions qui sont portées par l'ensemble des acteurs de la logistique urbaine à l'échelle du territoire. Et pour mettre en place tout ce travail, le programme propose des financements C2E qui peuvent servir à la fois à la réalisation d'études, donc je vous parlais de la fameuse étude de diagnostic, mais pour des collectivités qui auraient déjà ce diagnostic, un plan d'action, on les accompagne dans la réalisation des actions, donc ça peut être le financement d'études préalables à la réalisation d'actions. Et le type de financement encore qui peut être utilisé, c'est pour cofinancer un poste de chargé de mission dans les collectivités. Ce qui peut permettre à certaines collectivités de prendre en interne aussi cette question de la logistique urbaine. Je terminerai simplement en précisant que cette charte de logistique urbaine, elle s'inscrit dans les documents de planification et les démarches environnementales déjà portées par les collectivités. Le plus souvent, on retrouve ça dans le PDU, qui est maintenant le PDM, dans le volet marchandises, et pour des collectivités de taille un petit peu plus réduite, dans les plans climat, donc PCAET. Merci Marion. Alors je voudrais préciser qu'Interlude est exposant sur le salon, puisqu'il y a un stand, même si le salon dure plus très très longtemps cet après-midi, mais il y a un stand Interlude, je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut peut-être dire déjà combien de collectivités locales ou citer un ou deux noms de collectivités locales que vous accompagnez déjà dans cette démarche ? Alors actuellement, des collectivités qui se sont engagées, il y en a 6. Mais qui ont signé cette convention. Après, nous, on travaille justement déjà la structuration de cette démarche avec les collectivités avant la signature. Et là, on a une 30aine de collectivités à travers la France qui travaillent du coup pour s'engager dans le programme Interlude. Très bien. La métropole du Grand Paris fait partie de ces collectivités. Je vous laisse l'annoncer. Merci. Très bien, donc c'est bien noté. Donc un accompagnement des collectivités locales pour la mise en place de chartes logistiques urbaines, mais aussi pour le financement finalement de postes et c'est quelque chose de très important, c'est que finalement dans les collectivités locales, il y ait je pense aux organisations professionnelles, qu'elles aient en face un interlocuteur ou une interlocutrice qui soit en charge de cette problématique, qui connaissent le sujet, qui le comprennent et qui soient capables finalement d'être quelque part chef d'orchestre sur cette problématique qui touche à différents services des collectivités locales, et c'est là toute la complexité. Donc je pense qu'effectivement on est en face d'un sujet extrêmement intéressant. Alors on parlait justement, je vais m'adresser ensuite à nos transporteurs et représentants des transporteurs. Ils ont des tas de choses à dire, mais parlons déjà de la zone à faible émission. Vous l'avez évoqué rapidement, M. Genessier. Ce que j'aimerais, c'est finalement que vous nous indiquiez un peu où est-ce qu'on en est, quel est le fonctionnement prévu, si c'est déjà arrêté. Il y a déjà des choses arrêtées sur la ZFE, le périmètre géographique. On sait qu'il y a eu des débats sur le périmètre, qu'il y a des villes qui ne voulaient pas rentrer, puis qui ont accepté maintenant. Puis maintenant, il y a des villes qui sont hors périmètre et qui aimeraient bien rentrer. Où est-ce qu'on en est de tout cela ? La zone à faible émission est en place en fait déjà depuis
quelque temps et nous avons vécu au mois de juin dernier l'interdiction de circulation des véhicules qui possèdent les critères 4 et 5 dans le périmètre. Donc vous souhaitez que je le décrive, le périmètre c'est à l'intérieur de la 86. Donc il fallait également que les collectivités, les communes prennent une délibération. C'est la quasi-totalité des collectivités, je crois qu'il en manque 4 ou 5 aujourd'hui qui n'ont pas pris de délibération en faveur de la ZFE, mais la quasi-totalité de l'intérieur de la 86 est concernée, donc les 4 et 5, et les véhicules qu'on appelle non classés n'ont plus d'autorisation à pouvoir circuler à l'intérieur de la 86. Alors, si on veut faire un peu de pédagogie et expliquer un peu plus les choses, aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle hors pic de pollution. Les contrôles se font uniquement pendant les pics de pollution. Donc, la demande qui est faite par la métropole auprès de l'État, c'est qu'il puisse y avoir des contrôles un peu plus souvent, le temps de mettre en place tout cela et le temps évidemment que tous les acteurs se mettent en route et réagissent. Évidemment, tout ceci a un impact fort sur les investissements. On pense aux grands acteurs, mais on pense surtout à tous les comptes propres, donc les artisans, les commerçants qui ont des véhicules qui doivent aller dans cette zone à l'intérieur de la 86 et qui possèdent des véhicules avec cette vignette de niveau critères 4 et 5. On a une autre étape qui est prévue en juillet 2022, c'est l'interdiction des critères 3. Donc là, on va avoir aussi un impact assez fort. Il faut qu'il y ait un accompagnement et cet accompagnement, nous avons souhaité mener une étude avec la CCI en particulier sur ce sujet pour regarder comment l'ensemble des acteurs institutionnels pouvaient accompagner ceux qui aujourd'hui ne sont pas en capacité de réagir. Pas de capacité financière forcément, et c'est le cas de beaucoup d'acteurs modestes, mais aussi, pourquoi pas, en termes techniques. Et donc, au-delà de cette enquête que nous avons commencé à mener, il y a cette partie, comment faire pour aider l'ensemble des acteurs et les plus modestes à pouvoir mettre à niveau la flotte pour que cette nouvelle flotte soit évidemment moins émissive qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que c'est l'objectif, je crois, de tout le monde, de l'État et de toutes les collectivités, de réduire l'impact environnemental. On parle souvent de carbone, mais je l'ai dit tout à l'heure, les particules fines, qu'elles soient des PM10, des PM2,5, sont très invasives et aujourd'hui sont génératrices d'un certain nombre de décès à l'intérieur sur l'ensemble du pays. On voit vous savez, la peinture marquée, c'est 48 000 morts par an pour raison de pollution. On estime que c'est plus de 5 000 personnes qui décèdent pour des raisons de pollution et des pollutions de l'air extérieur en particulier. Voilà, donc on souhaite l'accompagnement. C'est évidemment un chambardement très fort et il faut que la partie logistique puisse s'adapter. Et donc l'objectif de la métropole, je pense que c'est l'objectif aussi de la région Île-de-France et de l'État, c'est d'accompagner l'ensemble de ces acteurs pour que les dates soient respectées, celles qui sont passées, en particulier le 1er juin 2021, et puis les futures en juillet 2022. Il est prévu que l'interdiction des critères 2 en janvier 2024, évidemment l'objectif conjoint, et vous l'avez cité tout à l'heure, c'est celui des Jeux Olympiques, car nous devons d'accueillir la planète entière avec une Île-de-France et une métropole qui soit la plus vertueuse et qui montre combien on a pu réagir rapidement et se mettre à des normes qui soient des normes sanitaires les plus correctes possibles. Voilà, donc j'espère que j'ai pas voulu rentrer trop dans les détails, mais évidemment on pourra répondre à toutes les questions tout à l'heure sur cette ZFE. Mais c'est vrai qu'on est en face d'un sujet qui est absolument énorme et finalement on en parlera quand on voit, il se trouve que ce matin j'étais avec les membres de mon équipe sur le marché de Rungis. Et quand on regarde sur le marché de Rungis, on va trouver des transporteurs professionnels, on va trouver des entreprises de grossistes qui ont leur propre flotte. Celles-là, je vais dire, il semble qu'elles aient des véhicules renouvelés régulièrement, loués chez des grands loueurs, en bon état, récents. Et puis à côté de ça, il y a des commerçants, par exemple des commerçants ambulants qui viennent avec un camion, qui vont faire leurs achats sur le marché de Rungis. Et puis ceux-là, ils ont des véhicules qui sont évidemment beaucoup plus anciens.
hein, et même pas toujours la vignette sur le pare-brise. Qu'est-ce que vous en pensez finalement? C'est ce que je vous indiquais, c'est-à-dire qu'on a une partie de la flotte qui est revue, corrigée, modifiée et changée, donc avec un parc qui se renouvelle sur des entreprises qui ont voilà, une étendue économique suffisante. Et puis ensuite, on a de petits acteurs, et ce n'est pas péjoratif évidemment, parce qu'ils constituent un ensemble important pour la vie économique de la métropole et de la région. Eh bien, ces acteurs-là, c'est l'objectif pour nous de compléter la connaissance de ce parc. Quelle est la réalité de ce parc? Donc, c'est l'étude qui est en train d'être lancée. La réalité, et une fois que nous aurons une connaissance plus fine de ce parc, eh bien, l'objectif, c'est d'accompagner financièrement ceux qui sont les plus en difficulté, à la fois pour réinvestir et puis obtenir, au-delà des aides financières, des prêts qui seront sur des durées suffisantes pour que les amortissements soient compatibles avec l'activité de ces personnes. Donc c'est une vraie révolution, c'est pas simple à faire passer. Il y aura énormément de discussions, beaucoup de tangage. Il faut que ça puisse aboutir. Évidemment, beaucoup d'élus disent il faut peut-être réfléchir au timing et aux dates qui ont été fixées aujourd'hui. Et donc, ça fait partie des débats que nous avons à l'intérieur même de la métropole, quelles que soient les tendances politiques. Moi-même, je suis sans étiquette, donc j'ai pas d'opposition particulière avec les uns ou les autres. Mais on sent bien qu'il peut y avoir des tendances. Et donc, c'est prendre en compte tout cela, sans oublier l'aspect sanitaire et la qualité de vie de nos concitoyens. Merci beaucoup. Je vais m'adresser à Philippe de Clermont-Tonnerre. Donc, vous êtes vice-président de la commission logistique de TLF. Vous avez des fonctions aussi au GAD-Mariv, donc plus centré sur l'Île-de-France. Mais on ne va pas parler que de l'Île-de-France. Hein. Même si effectivement, il se trouve que on devait faire intervenir Montpellier Métropole, mais donc on n'a pas ce témoignage cet après-midi. Comment percevez-vous finalement en tant que professionnel, que représentant des professionnels du transport, comment percevez-vous ces politiques finalement qui sont ambitieuses, hein, pas seulement je parle de la ZFE, mais toutes finalement les actions autour de la logistique urbaine qui sont, et toutes finalement aussi, disons le mot, ces contraintes réglementaires qui sont mises en œuvre dans un certain nombre de métropoles. Hein. Comment percevez-vous ces politiques? C'est assez complexe parce que si on parle sur un plan global, effectivement, il y a des réglementations qui sont mises en place dans les métropoles. Pas forcément les mêmes réglementations d'ailleurs dans chaque métropole. Vous le disiez tout à l'heure, les maires ont toujours un pouvoir de décision à ce sujet. Et il faut qu'on arrive à essayer de faire en sorte que tout ça soit identique. C'est la première chose. La deuxième chose, sur les ZFE, comme on les voit, on est assez attentif et attentiste sur ce qui se passe parce que vous imaginez bien un transporteur, quel qu'il soit, que ce soit un compte propre ou un compte d'autrui, que ce soit un transporteur important ou un transporteur moins important, il y a derrière un phénomène d'investissement et un problème d'investissement qui se pose. Les transporteurs sont d'accord sur le fait qu'il faille faire évoluer les motorisations. De toute façon, c'est dans l'air du temps et de toute façon, finalement, on n'a pas grand choix. Mais aujourd'hui, pour un transporteur, c'est vrai que c'est complexe parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quoi faut-il investir? Si j'investis dans du gaz pour que ce soit plus propre, est-ce qu'il y aura des stations pour me ravitailler? L'électrique, pour l'instant, au niveau des poids lourds, on n'en parle pas. Ça existe, certes, mais investir dans un semi-remorque électrique aujourd'hui ou un 26 tonnes, c'est pas envisageable. C'est envisageable pour tester, pour voir ce que ça donne, mais c'est pas envisageable sur un plan purement économique pour l'entreprise. Donc on est un petit peu assis entre plusieurs chaises. On doit y aller, mais quand est-ce qu'il faut y aller? Comment il faut y aller? Les communes ou les régions ou les métropoles donnent des aides, certes, mais industriellement, il n'y a pas ce qu'il faut derrière. Donc c'est très complexe. Enfin, c'est un vrai problème et c'est une vraie question pour un transporteur aujourd'hui. Finalement, dans la commission logistique urbaine ou au sein des organisations professionnelles, j'imagine que vous évoquez ces sujets réglementaires, ces évolutions sur les zones à faible émission. Est-ce que c'est quelque chose finalement que vous soutenez? Vous trouvez ça normal
que effectivement les collectivités mettent en œuvre finalement des mesures qui permettent d'améliorer la qualité de l'air, ou finalement vous considérez que ce sont des obstacles qui sont absolument énormes du fait, vous l'avez dit, peut-être de l'absence d'équipement, de l'absence de véhicules, du coût de ces véhicules? Non, mais c'est tout à fait normal que les métropoles ou les communes aillent dans ce sens-là. Il n'y a pas de débat sur ce sujet. Il y a des métropoles, et la plupart des métropoles avec lesquelles on est en contact, il y a des grandes discussions. Mais vous avez un calendrier aujourd'hui que M. Genestier vient de rappeler, en tout cas pour l'Île-de-France, mais même sans faire de parisianisme. Et on se trouve à cette période de transition. Transition, ça veut bien dire ce que ça veut dire, où du côté technique c'est prêt, du côté production c'est pas encore prêt, mais il faudrait qu'on y soit déjà. C'est un petit peu la difficulté que nous avons. Donc il y a une petite bousculade sur les délais, les dates et les possibilités, voilà. Et c'est vrai que les transporteurs et les organismes professionnels ont fait tout pour que ça aille dans le bon sens. On négocie et on discute beaucoup avec toutes les administrations sur ce sujet pour leur faire comprendre quelles sont nos contraintes, mais pour aussi voir quelles sont leurs contraintes et essayer de trouver le meilleur. Alors, bon, les dates, elles sont ce qu'elles sont, on verra. Là, pour l'instant, je suis un petit peu plus prudent sur la mise en place de tout ça. Donc prudence. Bon, je note. Je vais m'adresser à Christophe Schmitt. Donc, va prendre sa casquette finalement de chef d'entreprise, d'une grande entreprise de transport et de logistique. Donc, quelque part, comment est-ce que vous anticipez finalement cette réglementation? Est-ce que vous l'accompagnez? Comment vous réagissez face à ces évolutions? Bon, en premier lieu, je voudrais dire que le monde du transport, et Epner en particulier, est depuis longtemps engagé dans une réduction de ses émissions. Puisque le programme EVE, Engagement volontaire pour l'environnement, a été créé en 2010. Nous, Epner, on était primo-accédant. On a donc signé un petit peu avant, donc c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. Aujourd'hui, grâce à ce programme, l'ensemble de la flotte propre d'Epner est Euro 6, soit critère 2, donc on n'est pas encore très inquiété par les mesures qui sont prises. Par contre, l'arrêt de la critère 2, effectivement, c'est un vrai sujet, parce qu'en face, on n'est pas du tout certain, aujourd'hui, notamment en 2024, d'avoir le matériel en quantité et en qualité suffisante pour pouvoir travailler sur une surface aussi grande que la ville de Paris, en premier lieu. Et puis, il y a toute la particularité de l'avitaillement, qui est le deuxième problème, c'est-à-dire que l'un et l'autre doivent avancer ensemble. Alors, on a encore quelques années, mais on sait qu'un projet de station d'avitaillement GNV, par exemple, c'est entre 3 et 4 ans, entre le moment où on commence à y réfléchir, qu'on trouve le foncier et qu'on le sort. Donc c'est très très juste, quoi. Donc c'est vrai que pour les transporteurs, c'est un moment de doute, un moment de difficulté dans les choix des investissements. Et bon, donc il faut vivre avec, quoi. Après, bon, chez Epner, on anticipe sur ce problème-là, c'est-à-dire que nous avons fait deux choses. Déjà, on a engagé un véritable programme de transition énergétique depuis 2017. C'est un programme qui est issu de la base, c'est-à-dire que c'est venu de nos cadres, ce qu'on appelle nos pépites, qui lors d'une université ont proposé un programme de décarbonisation basé principalement sur du déploiement de véhicules au gaz que la DG a validé, a mis en œuvre immédiatement. Ça fait que, bon, l'année dernière, on était déjà à 25% du parc transité. On sera à 38% normalement à la fin de cette année et on compte être à 50% en 2025. Donc pour un horizon proche de 100%, sans doute aux alentours de 2050 en fonction des évolutions technologiques. Maintenant, cette transition énergétique, elle est multiple parce que le choix de l'énergie utilisée, elle est très liée, le mix énergétique, comme on dit aujourd'hui, il est très lié aux usages en fait. Et donc effectivement, pour des livraisons dans Paris, de l'e-commerce, des choses comme ça, l'électrique est pas mal adapté si vous avez des dispositifs proches de la ville ou des hôtels logistiques, vous en parliez très justement, dans lesquels on va pouvoir déverser pour relivrer ensuite en livraison douce. Donc tous ces sujets, oui, ils sont anticipés, travaillés. La vraie difficulté, là je rejoins Philippe, c'est la pente des décisions. C'est-à-dire que bon, Paris a une particularité, c'est les Jeux Olympiques, ça on le sait.
On a beaucoup travaillé à TAILF sur cette thématique d'ailleurs aussi. Et c'est la difficulté de Paris. Nous, on va avoir la difficulté en tant qu'entrepreneur d'avoir les dispositifs pour nous adapter à ça. Et bon, la crainte, c'est un peu la rupture de service sur la logistique dans Paris, quoi. C'est vraiment ça le sujet, quoi. Et si je ne me trompe pas, vos véhicules sont essentiellement des poids lourds. Alors, en ville, on utilise du VL et du poids lourd. Nous, Epner, on a principalement du poids lourd. Et le volet qui vient à côté de tout ça, c'est la sous-traitance. On en a parlé avec votre expérience à Rungis. Hein, c'est la même chose chez nos sous-traitants. Nos sous-traitants, ils sont plutôt dans un mode de gestion qui consistait à acheter des véhicules, à les utiliser jusqu'à usure totale pour changer avec un autre véhicule d'occasion à chaque fois. Et donc, ce sont des logiques qui sont cassées aujourd'hui. Il faut que nos sous-traitants ils changent de paradigme, qu'ils rentrent dans des modes de gestion complètement différents. Donc là, on a monté un programme de soutien à nos sous-traitants chez Epner. Donc on leur propose de l'aide à la négociation, à l'achat de leurs véhicules, de l'aide à l'obtention des aides, de l'aide à l'achat des molécules pour énergie. Hein. Donc on négocie, nous, pour eux, des prix spéciaux sur le gaz, par exemple, et des choses comme ça. Et on est vraiment en train de travailler sur ce sujet-là. On est à peu près à ce stade 20% de nos sous-traitants qui nous disent « Ok, j'y vais ». Mais en réalité, aujourd'hui, on a environ 70 sous-traitants qui ont déjà basculé. En tout cas, si je comprends bien, il y a quand même une anticipation, parce que quand on a 38% du parc qui va passer au GNV, on a une anticipation finalement de la réglementation, parce qu'aujourd'hui, les ZFE, elles n'imposent pas encore le GNV. Ça va venir rapidement, mais... Bon, on n'est pas campé sur le GNV, c'est-à-dire le GNV, c'est une solution parmi d'autres. En réalité, ce qu'on voit, c'est qu'on a pas mal de développement en électrique. Il y a un autre développement qui se fait beaucoup, à notre grand étonnement d'ailleurs, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on avait programmé dans notre business plan. C'est le déploiement de la cyclologistique qui prend beaucoup plus d'ampleur que ce à quoi on s'attendait. Aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui sont devenus compétitifs parce que les vélos peuvent charger des charges plus lourdes. Il y a des organisations très solides qui se sont mises en place. Donc c'est un dispositif qu'on utilise pas mal. On est au moins dans une dizaine de métropoles déjà. On utilise la cyclologistique. Et donc c'est un mix, hein, je l'ai dit avant. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est réduire nos émissions, atteindre l'objectif zéro émission à l'horizon 2050. Et donc, on cherche par tous les moyens. Et le multimodal dont vous parliez, M. Genestier, est aussi une solution. Je pense qu'il y a un moyen que vous n'avez pas cité, à mon avis, qui est super important, c'est le rail-route. Ça peut marcher dans les villes aussi, parce que nous, on a expérimenté ce qu'on appelle le dépôt mouvant. En gros, nos véhicules vont aller dans la ville sur un point, ils vont laisser une remorque ou un caisson, à partir duquel on va venir en logistique douce faire du picking et livrer les environs. On pourrait très bien faire ça avec un wagon sur le nouveau réseau tram ou des choses comme ça. Et donc c'est un deuxième axe, enfin un axe supplémentaire au fluvial qui pourrait très bien être développé. Peut-être réagir à ce que dit monsieur là à l'instant. Le rail-route, évidemment, c'est un sujet, c'est l'intermodalité. On passe d'un mode à un autre et on assure la finalité de la livraison par le mode routier, qui est le plus fiable dans le sens où il va aller vraiment chez le client final. Mais je rappelle toujours la pertinence du transport ferroviaire de marchandises, c'est transporter des marchandises lourdes sur de la longue distance et de façon régulière. C'est-à-dire qu'en France, on a eu depuis la Libération un système qui s'est appelé le système des wagons isolés, où eh bien, on pouvait transporter par le rail tout type de marchandises dans eh bien, environ 500 gares de fret spécialisées ou non d'ailleurs, et sur l'ensemble du territoire. Et évidemment, on ne comptait pas après la Libération, puis on n'a pas compté jusque dans les années 2000, où on s'est aperçu que le gouffre du transport ferroviaire de marchandises était lié pour partie aux wagons isolés, parce que eh bien, quand vous transportez un wagon, vous développez toute une logistique humaine autour qui est à peu près équivalente quasiment à un train. Donc, petit à petit, la SNCF a mobilisé ses énergies pour limiter le wagon isolé. Donc, il faut quand même qu'on fasse très attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il faut toujours transporter massivement en train pour ensuite avoir une répartition la plus fine possible et qui permette que
la rupture de charge ne soit pas trop coûteuse. Parce que c'est ça aussi, vous qui êtes transporteur, vous le savez bien, et on échange beaucoup avec les transporteurs sur ces sujets. La rupture de charge est un des éléments qui va coûter beaucoup dans la chaîne de transport et dans la chaîne logistique. Donc je ne mettais pas un bémol à ce que vous disiez, mais je suis évidemment un fervent défenseur du report modal. Encore faut-il que nous puissions avoir les bases ferroviaires qui permettent d'accepter ce genre de choses. Et dans le report modal, je pense qu'il y a aussi, et nous n'avons pas de base d'autoroute ferroviaire sur la métropole ou en Île-de-France, mais faire monter des camions sur les trains, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et on l'a vu sur, par exemple, le Bétambourg-Le Boulou. Bétambourg, c'est le Luxembourg, le Boulou, c'est la frontière franco-espagnole, où aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs années, il y a 4 allers-retours de trains par jour. Et donc on est sur des longues distances, c'est du massif, parce que c'est du camion, on transporte en fait essentiellement les remorques, on a les 3 éléments de la pertinence du transport ferroviaire de marchandises. Donc pourquoi pas envisager ça avec une base sur l'Île-de-France? Vous avez vu qu'on avait, il y a eu les fameux transports de fruits et légumes vers Rungis en particulier. Mais là aussi, le débat n'était pas sans rentrer dans une polémique politique, mais il faut regarder les réalités. Il faut qu'il y ait un marché. Ce n'est pas les entreprises qui sont là qui vont nous dire le contraire. Il faut qu'il y ait un marché pour qu'on puisse développer en fait des modes de transport. Et là, c'est la même chose. Si on veut faire quelque chose sur la métropole, il faut qu'on soit innovant et qu'on aille chercher le marché. Et là, c'est aux transporteurs, aux logisticiens d'aller chercher le marché. Voilà, donc il y a une vraie complémentarité, je pense, entre le monde économique et le monde politique qui, lui, prend des décisions qui poussent peut-être très vite. Et moi, j'ai conscience aussi que la ZDFE, ça va très vite. Mais je pense qu'il faut pousser pour que les élans qui sont déjà engagés s'accélèrent. C'est ça le sens même de la relation qui existe aujourd'hui entre la décision politique, quelles que soient les entités, et le monde économique. Alors, merci Jean-Michel Genestier. Donc Christophe Schmitt, vous évoquiez la cyclologistique. Alors je voudrais rappeler qu'il y a sur le salon des très beaux stands de cyclologistique. Je pense à Carriole, je pense à Fleximodal, je pense à 12 cycles qui sont d'ailleurs ensemble, où il y a des exemples de vélos cargo pour ceux qui ne connaissent pas bien ce type d'équipement. Alors, peut-être qu'on ne fera pas tout avec. Oui, j'aimerais bien avoir le témoignage peut-être de Philippe de Clermont-Tonnerre sur le sujet ou de Christophe Schmitt. Est-ce qu'on fera tout? J'ai lu le livre blanc du Gat-Marie, il est très bien fait d'ailleurs. Oui, c'est un grand débat la cyclo-logistique. Oui, bien sûr, ça peut être un élément, c'est un élément à prendre en compte pour une certaine logistique et pour un certain nombre de produits, je pense. Il y aura un mixte. Il y aura forcément un mix, il y aura forcément des véhicules à 4 roues avec des moteurs thermiques encore pour un certain temps, puis électriques à l'hydrogène, et puis peut-être d'autres énergies après. Il y aura des cyclologistiques, aussi de la cyclologistique. Il ne faut pas oublier qu'en Île-de-France, il faut entrer et sortir 220 millions de tonnes par an. 220 millions de tonnes. Moi, je veux bien qu'on mette des vélos partout, mais il va y avoir quelques encombrements, me semble-t-il. Donc, il ne faut pas... Voilà, la cyclogistique va être utile, incontestablement. Mais il n'y aura pas que de la cyclogistique. Il y aura du train, il y aura du bateau, il y aura des poids lourds pour aller livrer les supermarchés. Il y aura des camionnettes pour aller livrer les boutiques, pour aller livrer les pharmacies. Et puis, il y aura de la cyclologistique pour aller livrer peut-être le particulier. N'oublions pas que dans la logistique urbaine, on parle de bateaux, on parle de trains, on parle de poids lourds, mais il y a aussi le particulier qui commande et il y a le développement de l'Internet. Là, peut-être que la cyclologistique peut avoir son rôle à jouer, en partie en tout cas. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous savez bien, Internet, on appuie sur le bouton et on voudrait que ce soit déjà là. Donc il y a le phénomène de l'immédiateté qui fait que la mutualisation, quelquefois, est un petit peu mise à mal. Enfin, voilà. Moi, je ne vais pas faire le journaliste, mais j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'on peut transporter en vélo, en tricycle, au maximum? Est-ce qu'on peut transporter une palette? Moi, j'avais en tête 200 kg une palette. Voilà. Est-ce qu'on peut tracter une palette de 200 kg? Quelles sont les limites en fait, de ce que l'on peut faire en vélo pour peut-être qu'on se rende un peu plus compte
de ce qui est possible, parce que voilà. Donc, alors On va inverser les rôles. je sais. Non, mais c'est important parce que vous savez, quand on prend des décisions politiques, on est toujours à vouloir pousser tel ou tel mode, mais quelquefois, voilà. Sur le stand de Fleximodal, donc il y a une remorque qui permet de charger une palette. Voilà. Alors on va pas mettre 10 palettes, on va en mettre une. Voilà. Mais c'est déjà bien. C'est déjà quelque chose d'important. Bien sûr. En poids, il faut vérifier, mais je crois qu'on est même au-delà de 200 kg, mais on n'a pas de problème de poids, je veux dire, en ville. La limite 180 extrême, c'est la kg à peu palette, près. 180 kg à peu près pour aujourd'hui. Oui. Alors on parlait, moi je vais reprendre comme les questions, on parlait du GNV. Moi j'ai bien compris que les transporteurs ils sont prêts à passer au GNV, ils essayent de passer au GNV, que pour les poids lourds, actuellement il n'y a pas grand chose d'autre comme énergie alternative, même s'il y a des expériences électriques et on sait d'ailleurs pas si c'est la bonne solution, on n'en sait rien. On voit d'autres solutions. Alors quelque part le GNV, ce qui bloque, ce sont les stations. Si j'ai bien compris, moi j'entendais le chiffre, vous me l'aviez dit à un autre moment, mais on le retrouve, qu'il y a 200 stations GNV en France sur 11 000 stations-service. Donc on a plusieurs marches, je vais dire, à franchir pour équiper le territoire. Comment vous vous organisez sur la métropole du Grand Paris ? Sur le plan de la métropole, on a déjà un plan climat air-énergie. Vous savez, on essaye de structurer les choses. On a un schéma directeur de l'énergie qui a été voté, donc le schéma directeur énergétique métropolitain. Et à travers cela, l'objectif, c'est de pousser à la mise en place, notamment, du GNV. Mais si on reprend les chiffres, à ce jour, il y a 29 stations GNV ouvertes au public. Il y a 78 stations privées qui sont en Île-de-France. Et il y a 8 stations en projet qui devraient ouvrir d'ici à mai 2022. Vous voyez, la progression est relativement faible. Alors, si on regarde uniquement les stations publiques, évidemment, 8 sur 29, c'est beaucoup. Mais au global, si on regarde le besoin, évidemment, ça va pas trop vite, ça va pas très vite. Mais très clairement, on a des réflexions pour aller rechercher des zones. Et en particulier, vous le citiez, c'est pourquoi pas pousser à la reconversion de stations-service en stations d'avitaillement au GNV, qui peut être un élément. Voilà. Donc là, on a des études qui sont faites sur ces sujets pour bien regarder une destination nouvelle de stations-service qui sont, vous le savez, plutôt en diminution sur la métropole. Et puis après, l'autre énergie, ce sont les bornes électriques, où là, on est sur un sujet qui touche beaucoup plus d'ailleurs les véhicules légers. Et la métropole, la région Île-de-France intervient, la métropole intervient beaucoup. Et nous avons un projet dans le cadre de Métropolis, de déployer 5000 bornes sur les 130 communes de l'espace métropolitain d'ici à l'été 2022. Voilà, on est plutôt bien parti puisque on a déjà atteint 16% de l'objectif, vous voyez, en quelques mois. Et on espère évidemment pouvoir l'atteindre très vite. Le président en parle souvent. Et on est en contact avec les 131 communes pour pousser à cela, puisqu'il y a une aide assez importante de la métropole pour l'implantation de ces bornes. Alors, je vais peut-être m'adresser à Marion Cotet. Dans les chartes de logistique urbaine, donc il y a un cadre, il y a un plan national, il y a un cadre national, je vais dire des chartes de logistique urbaine qui existent déjà depuis quelques années. Il y a un certain nombre d'actions. Est-ce que finalement ces sujets des stations GNV, de l'utilisation du mode fluvial, de l'utilisation de la cyclo-logistique avec des petits espaces logistiques urbains, des espaces de proximité, est-ce que ce sont des actions qu'on retrouve dans ces chartes et à quel niveau ? Oui, alors actuellement pour les collectivités qui sont un petit peu moins avancées sur la question, on n'en est pas encore au plan d'action, on est plutôt à la phase de diagnostic. Mais c'est vrai que pour les collectivités plus avancées, c'est un sujet qui revient, le fluvial particulièrement sur les métropoles, comme on vient de l'évoquer. À savoir que quand une collectivité souhaite mettre en place une solution, un report modal par le fleuve, il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte. Déjà, ça paraît évident, mais la mise à disposition de foncier au bord des cours d'eau. Il y a aussi tout l'aménagement des barges de chargement, de déchargement des marchandises. Et il y a la réglementation qui va avec, pour permettre justement le report modal sur ces modes-là. Si je prends l'exemple de Strasbourg, par exemple, qui travaille beaucoup sur le report par le mode fluvial, en 2018, dans le cadre de leur ZFE, ils ont mis en place une réglementation sur la Grande Île pour justement limiter l'accès aux véhicules de livraison traditionnels pour justement favoriser le report par le fleuve qui est ensuite acheminé par justement de la cyclo-logistique qui eux ont le droit de circuler toute la journée.
Donc c'est aussi cette réglementation-là qui a permis de développer ce mode-là. Ensuite, pour ce qui est des stations d'avitaillement, c'est une solution qui est intéressante parce qu'elle est aussi bien considérée par des collectivités de grande taille, les métropoles, que par des communautés d'agglomération de taille beaucoup plus réduite. Si je prends l'exemple dans le Grand Est de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence, donc c'est 60 000 habitants, qui a mis en place, dans le cadre de son plan climat, air, énergie, territoire, des stations d'avitaillement donc en GNV, hydrogène et électrique pour justement aider le renouvellement des flottes sur leur territoire. Dans ce cas-là, des stations d'avitaillement, la collectivité, elle a également le sujet du foncier, donc comme on vient d'en parler, le foncier à identifier pour mettre de nouvelles stations ou pour renouveler des stations plutôt diesel pour le GNV. Et il y a un travail aussi à faire, on l'entend là depuis le début sur les échanges, vraiment d'un travail conjoint entre la collectivité et les acteurs économiques locaux qui vont utiliser aussi ces stations d'avitaillement pour réfléchir à où est-ce qu'on va placer ces stations pour que ce soit pertinent pour l'utilisation quotidienne des acteurs économiques. Il y a aussi tout le travail d'accompagnement des professionnels dans le changement de leur flotte. Si je prends l'exemple de la métropole de Grenoble, ils ont mis à disposition des entreprises du territoire une expertise gratuite en fait pour réfléchir à quel est le meilleur changement de flotte selon l'activité, pour les accompagner dans les nombreuses aides aussi qui existent, puisqu'il y a des aides financières pour le faire. Et donc il y a vraiment un enjeu à travailler conjointement aussi sur ces questions-là. Et voilà, pour aussi proposer une réglementation qui permette d'avantager ces véhicules et puis rendre aussi le modèle économique plus viable pour les acteurs économiques locaux. J'en profite que vous ayez la parole. Le programme Interlude, on l'a dit, accompagne les métropoles, mais il accompagne aussi des EPCI qui sont plus petites, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Jusqu'à quelle taille à peu près ? En fait, ça va être toutes les comités d'agglomération. Donc il n'y a pas une limite de taille, c'est plutôt toutes les EPCI en fait. Comité d'agglomération, communauté urbaine et métropole du territoire français. Donc on ne se limite pas qu'aux grandes métropoles. Et c'est vrai que c'est important de dire que quand on parle logistique urbaine, jusqu'à il y a finalement assez peu de temps, on parlait d'une dizaine de métropoles en France. Finalement, on va beaucoup plus loin que ça aujourd'hui. Ce sont des problèmes qui intéressent aujourd'hui des villes de taille intermédiaire, des agglomérations de taille intermédiaire, parce que là aussi, il y a des problèmes de congestion, de livraison urbaine, peut-être différents d'ailleurs, mais qui sont intéressants. Effectivement, et puis le programme Interlude a vraiment vocation à s'adapter en fait à la différence d'enjeux, de problèmes locaux. Le triptyque dont je vous parlais tout à l'heure, d'avoir une bonne connaissance du territoire, de travailler en concertation et puis d'arriver à un plan d'action opérationnel, elle est le même sur tous les territoires, mais on va la décliner à la fois en fonction du niveau d'avancement sur la question. On a des collectivités comme la métropole du Grand Paris qui sont déjà très avancées sur la question. On a des collectivités qui commencent juste aujourd'hui à se poser la question du transport de marchandises, de sa gestion sur le territoire. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble de ces collectivités en fonction de leur état d'avancement. Celles qui débutent entre guillemets en logistique urbaine, on va commencer par l'établissement du diagnostic. On propose aussi dans le cadre du programme une formation pour les techniciens des collectivités pour les aider justement à prendre en main ces enjeux. C'est une formation qu'on fait avec le CNFPT sur les enjeux de la logistique et comment surtout piloter une démarche concertée avec les acteurs économiques locaux sur son territoire. Et je terminerai aussi avec les financements dont je vous parlais tout à l'heure. Les financements qu'on propose, ils dépendent aussi de la taille de la collectivité. Ils sont inversement proportionnels à la taille de la collectivité pour permettre aux collectivités qui démarrent de vraiment lancer une vraie dynamique sur leur territoire. Moi, je vais m'adresser Christophe Schmitt. On a parlé tout à l'heure de la multiplicité des réglementations, 131 sur la métropole du Grand Paris, puisqu'il y a 131 communes. Mais on voit bien qu'au travers des métropoles, il y a des réglementations environnementales différentes qui se mettent en place, des rythmes différents, peut-être des critères différents qui vont être, donc ça va être le cas de le dire, donc, dans différentes métropoles. Comment finalement un groupe comme le vôtre, qui est installé sur tout le territoire, finalement s'organise face à cette multiplicité des réglementations? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous arrivez à le gérer? Alors, oui, bien sûr, on appelle à une forme d'uniformisation des réglementations. C'est vrai que c'est une vraie problématique. On a
quasiment autant de réglementations qu'il y a de métropoles. Et à l'intérieur des métropoles, finalement, les réglementations sont assez similaires maintenant parce qu'on voit bien que maintenant, la responsabilité est devenue métropolitaine. On n'a plus trop ce phénomène à l'intérieur des métropoles. Même si ça peut encore exister, c'est quand même relativement rare. Il y a quelques maires qui résistent, mais c'est pas la majorité. Et je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser. La vraie problématique, c'est d'arriver à déployer une stratégie globale au niveau national avec nos achats et une stratégie d'investissement et surtout une stratégie de développement commercial et technique de notre logistique. Alors nous, on est organisé chez Epner de manière particulière puisque on est une société qui a pour l'habitude de faire travailler entre guillemets par le bas, c'est-à-dire que nous, on a des directeurs régionaux qui sont de véritables intrapreneurs, qui sont chacun à la direction d'un dispositif et directement en prise avec les institutions, etc. Et moi, je les aide sur ce sujet-là parce que c'est pas leur spécialité et donc c'est mon rôle dans l'entreprise. Mais mettez-vous à la place de mon directeur régional du Sud-Est qui doit gérer en même temps Toulon, Aix, Nice, Montpellier, Bordeaux et Toulouse. C'est un peu compliqué. Et donc c'est vraiment des dispositifs et puis tous faits en même temps. Hein. Donc là, on a par exemple eu dans les 2 derniers jours des annonces sur Montpellier, sur Nice et sur Toulouse qui sont des annonces importantes sur lesquelles il faudra qu'on déploie des choses. Donc ça reste quelque chose, même quand on est organisé comme ça, c'est très compliqué. Alors, une société centralisée, je ne sais pas comment ils font. Et donc, je me pose la question. En tout cas, ce qui nous concerne, c'est organisé plutôt comme ça. Je voulais juste revenir une minute sur la partie avitaillement. C'est super important, ça, parce que nous, on voit dans notre programme de sensibilisation de nos sous-traitants sur la transition, c'est la principale cause de non-décision de nos sous-traitants. C'est-à-dire qu'il y a 2 raisons. Soit il n'y a pas de station d'avitaillement, soit la station d'avitaillement est trop loin ou saturée, ou voire les 2. On voit par exemple à Paris notamment, il y a effectivement, c'est sans doute la métropole qui est le plus équipée, qui est le plus avancée sur ce sujet-là, et bravo, mais toutes les stations sont déjà ultra saturées. C'est-à-dire que certaines stations, il faut attendre plus d'1 heure pour faire le plein. Et ben, on connaît le coût de la main-d'œuvre en France. Je veux dire, vous perdez toute compétitivité sur un... Et donc, ils n'y vont pas. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et nous, avec TLF, avec Philippe, etc., on appelle vraiment à la création d'un plan stratégique de déploiement de l'avitaillement en France, avec de la réservation de foncier, avec quelque chose de très puissant sur ce sujet-là, parce que pour nous, les logisticiens, les transporteurs, c'est sans doute la clé de la réussite de la transition énergétique. Et puis de planifier ça sur le long terme, puisque à 10 ans, nous avons l'hydrogène qui arrive. Eh ben, ne faisons pas la même erreur que maintenant. Soyons prêts dans 10 ans. 10 ans, ça nous laisse un peu de marge, quoi. Et donc, c'est un cri du transporteur, ça, de dire essayons de planifier, essayons de faire comme des professionnels et d'essayer d'avancer dans ce sens-là. Voilà. Alors, oui, je voulais juste donner un autre exemple. Je prends l'exemple de Star Service, forcément, parce que j'ai travaillé pour eux. L'approvisionnement, l'avitaillement en GNV ou en électricité, d'ailleurs, le problème est un petit peu similaire. Bon, après, l'électricité, comment est-ce qu'on fait venir l'électricité, ça c'est un autre sujet. Mais imaginez, on a à peu près 12 ou 1300 camionnettes en Ile-de-France pour les livraisons à domicile, hein, puisque c'est la spécialité ou de médicaments. Imaginez aujourd'hui, si on avait des véhicules au gaz, enfin c'est pas possible, quoi, on peut pas faire le plein. Alors qu'on a été un des pionniers à se lancer dans le vert, si je puis dire, et qu'aujourd'hui on regarde tout ce qui se fait, mais il y a un moment où malgré la volonté de le faire, on pourrait pas faire le plein tout simplement. Donc alors un peu c'est l'œuf ou la poule, hein, c'est toujours un peu le même problème. Donc c'est pour ça qu'il y a une histoire de timing, une histoire de date, une histoire d'avitaillement. Je sais que c'est pas facile. Le foncier, eh oui, et le foncier en Ile-de-France avec le prix du foncier, il vaut mieux avoir un immeuble qu'une station électrique ou qu'une station de gaz, c'est clair, hein, ça, tout le monde le sait. Et donc voilà, on est un petit peu entre plusieurs chaises et on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Mais on attend l'avitaillement.
Si on a l'avitaillement, on met les camions. Alors certains me disent, ouais, mais s'il n'y a pas les camions, on ne met pas les stations. Enfin là, dans ce cas-là, on n'en sort plus. Donc, en tout cas, on a noté effectivement que les professionnels, et c'est effectivement, ça a déjà été dit un certain nombre de fois, mais réclament finalement un maillage du territoire en station GNV. Alors moi, je voudrais qu'on aborde dans cette dernière partie, les minutes qui nous restent, un sujet qui est extrêmement important, qui est la taille des véhicules, les gabarits. Finalement, qu'est-ce qui est mieux quand on entend un certain nombre d'élus, et j'entendais Julie Fraîche par exemple à Montpellier, mais d'autres villes également, disent nous on aimerait bien avoir des camions plus petits, parce que ça s'insère mieux dans les villes anciennes, et puis c'est moins gênant quand on a des développements de vélos, de trottinettes, etc. Ça passe mieux. Et puis d'autres personnes disent qu'il faut des camions plus gros pour en avoir moins. Alors c'est quoi la bonne solution? C'est quoi le bon équilibre? C'est à moi que tu poses la question. Par exemple. Je dirais que je ne sais pas quelle peut être la réponse, parce qu'encore une fois, il s'agit de savoir ce qu'on transporte, pour qui et pourquoi. Si on va livrer des pharmacies 2 fois par jour, comme c'est le cas aujourd'hui, on ne va pas mettre des gros camions, parce que la pharmacie, c'est de l'urgence, il faut que ce soit rapide. Donc la camionnette, elle va prendre la marchandise pour 2-3 pharmacies, elle va faire sa tournée, et elle va pouvoir en faire une autre derrière. Si c'est la livraison de supermarché, bien évidemment, le poids lourd, 19 tonnes, 26 tonnes, est nécessaire. Si c'est la livraison d'hôpitaux, la livraison d'administration, la livraison d'industrie, chaque produit a sa logistique pratiquement. Alors effectivement, comme ça, brutalement, on pourrait dire on va mettre un semi-remorque. Ça fera, au lieu de 26 tonnes, on va mettre un 40 tonnes. Oui, mais d'abord, il ne passe pas partout, il ne se gare pas partout. Il y a le problème des places de stationnement, la dimension des places de stationnement. Oui, comme ça peut paraître une bonne solution. C'est peut-être une solution adaptée à un type de produit, pas forcément à toutes les marchandises, à toutes les villes. On parlait de Montpellier. Effectivement, aller dans un semi-remorque dans Montpellier, c'est même pas envisageable. Prenez Aix-en-Provence, c'est pareil. Donc voilà, je crois que vraiment... il faut s'adapter au mieux à la ville ou la métropole et aux produits qu'on va livrer. J'ai pas d'autre solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Christophe Schmitt, vous êtes professionnel. Demain, on vous dit qu'il faut des véhicules plus petits. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je crois que c'est un sujet sur lequel il faut que les collectivités soient extrêmement pragmatiques. En réalité, je partage tout à fait ce que vient de dire Philippe. On ne va pas aller avec des gros camions dans des centres-villes médiévaux où on ne peut pas passer. Ça n'a pas de sens et c'est pas ça qu'il faut faire. Par contre, on peut avoir des petits retours d'expérience. Quand une collectivité, Strasbourg, pour ne pas la citer, décide de limiter le centre-île, donc l'île centrale, aux 3,5 tonnes il y a quelques années, nous avions 2 camions pour faire cette tournée. Aujourd'hui, il y en a 6. Je veux dire, donc il faut bien avoir conscience qu'en réalité, lorsqu'on réduit le tonnage d'un camion, on augmente mécaniquement les impacts en termes de nombre de véhicules. Donc la bonne mesure, elle est liée au pragmatisme des décisions, et je pense que là, l'échange entre les professionnels et les collectivités locales et territoriales, parce que ça, au départ, eux, ils ne le savent pas, c'est un échange, etc. C'est très important. Il y a beaucoup de villes, il y a ces fausses bonnes mesures, à limiter les horaires, à limiter les tonnages. Ça peut être bien, mais ça peut aussi être très mauvais. Quand en plus on fait les deux, vous vous retrouvez, ça démultiplie encore le nombre de véhicules. Si vous devez livrer sur un laps de temps plus court avec des véhicules plus petits, vous ne pouvez que multiplier exponentiellement le nombre de véhicules qui vont se rendre sur la zone. Sinon, vous ne parvenez pas à rendre le service, quoi. Et donc, voilà, je dirais, donc il y a une bonne mesure à trouver. Il y a certains endroits où on est pragmatique et d'autres où on est plus, entre guillemets, politique. Et donc, voilà, quoi, je dirais, là, j'appelle effectivement à quelque chose à plus d'échanges avec nous, avec les professionnels, pour essayer de trouver la bonne mesure sur ces sujets. Une réaction sur ce sujet ou pas du tout? Moi, j'ai noté effectivement s'adapter au territoire, s'adapter aux produits, parce que c'est vrai que livrer un colis d'1,5 kg, c'est pas la même chose que de livrer 10 palettes à un supermarché. Donc le véhicule au bout, évidemment, n'est pas le même. La géographie de la ville, c'est une évidence, notamment dans les cœurs de ville anciens. Donc du pragmatisme, mais
peut-être effectivement s'adapter finalement, essayer d'éviter les effets rebonds, parce que j'ai compris peut-être qu'il peut y avoir des effets rebonds. Hein, peut-être qu'est-ce qui veut réagir, c'est-à-dire finalement d'effets contraires à celui qu'on recherche. Alors là, on entend effectivement un effet contraire. S'il faut 2 fois plus de véhicules ou 3 fois plus que ce qu'on avait avant, c'est effectivement un effet négatif. Qu'est-ce qui veut réagir dessus? Peut-être. Je voudrais simplement dire que il faut savoir que les transporteurs, quels qu'ils soient, ont une possibilité d'adaptation remarquable, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc il faut que les collectivités en profitent, et ils peuvent être aussi, les transporteurs, ils peuvent amener des solutions, ils peuvent avoir des réflexions intelligentes sur la manière dont aller livrer tel et tel endroit, en prenant en compte les contraintes des réglementations et les contraintes des métropoles. On sait très bien s'adapter. On sait très bien. Alors quelquefois l'adaptation a un coût, il ne faut pas l'oublier, mais on sait très bien s'adapter. C'est vrai que les transporteurs et les logisticiens sont très flexibles, et on l'a vu dans le passé. Enfin, il y a eu des adaptations. On a parlé en fait de démultiplication des véhicules lorsque les décisions politiques ne sont pas les bonnes. Il y a aussi le taux de remplissage, qui est un sujet permanent. Voilà, hein. Donc évidemment, il faut voir à quel moment on prend le véhicule, mais il faut le prendre au départ de la tournée. Et l'objectif, en tout cas des responsables politiques, c'est que les logisticiens et les transporteurs puissent remplir au maximum, évidemment, leurs véhicules pour pouvoir rentabiliser. Mais ça, après, je vous laisse voilà, à votre savoir et à votre sagacité cette question qui reste très importante. Je crois que Marion, vous vouliez intervenir sur ce sujet peut-être aussi. Oui, rapidement, mais je rejoins là ce qui a été dit sur voilà, on a des réglementations qui se mettent en place, qui limitent le travail des transporteurs, et la question c'est de être capable de se réunir aussi pour trouver des solutions alternatives en fait à ces réglementations, parce qu'elles ont lieu d'être, mais voilà, comment on travaille avec ça. Et donc il y a tout ce qui va être la mutualisation, les massifications. Et on peut aussi penser par exemple à si le poids lourd, pourquoi est-ce s'il doit venir dans tous les cas, mais il nous gêne à venir pendant l'heure de pointe, on peut réfléchir aux livraisons en horaire décalé aussi par exemple. Voilà. Et c'est une réflexion qui a besoin d'être faite conjointement, en fait, d'y avoir vraiment des échanges entre les transporteurs et les collectivités, parce que voilà, en fait il y a une volonté commune, et la difficulté c'est aussi de trouver les espaces de travail ensemble pour construire ces solutions. Alors, allez-y Christophe. Oui, je pense qu'il y a aussi un aspect qu'il faut bien prendre en compte, c'est l'acceptabilité du grand public sur les gros véhicules, etc. Moi, je l'ai en tête, ça, hein. Je veux dire, c'est pas du tout évident. Et là, il y a aussi un travail à faire avec les constructeurs sur ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, les véhicules de 12 tonnes ou 16 tonnes qu'on utilise pour faire de la livraison en ville, qui sont des moteurs 4 roues, etc., ils sont plus adaptés pour aller livrer à la campagne que pour aller livrer en ville. Ils sont trop hauts, trop massifs, etc., etc. Et donc, et on ne trouve pas, hein, sur le marché aujourd'hui, de véhicules plus ramassés, de véhicules moins imposants pour le grand public et plus acceptables. Et ça, c'est aussi un vrai sujet. Alors, il y a quelques nouveaux constructeurs, donc on peut croire en la technologie. Je pense notamment à un véhicule électrique qui a été proposé par Volta Truck. Mais il y a d'autres micro-constructeurs comme ça qui sont en train de proposer des choses sur le marché qui sont intéressantes, qui sont des grands petits camions en fait, et qui pourraient présenter une véritable alternative sur ces sujets-là. Quant au coefficient de remplissage, c'est l'objet d'un débat à lui seul, parce que c'est vrai qu'en règle générale, un transporteur part de ses quais bien rempli, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'il y a dans les colis, il y a une responsabilité des chargeurs, etc. Et je pense que le débat là est important, mais c'est quelque chose qui est traité aussi, croyez-moi. Ce sera le sujet d'une prochaine conférence, je pense. Hein. Très bon sujet. Hein. On a encore quelques minutes pour prendre peut-être des questions de la salle autour de ce très vaste sujet, finalement, des métropoles et de la logistique urbaine. Qui est-ce qui veut se lancer pour interroger nos intervenants? Oui, non, je vois une question ici, donc si vous pouvez vous présenter. Merci. Oui, alors Ghislain Le Calvez, moi je suis un responsable logistique de la Porte de Versailles à Viparis. Donc voilà, on est heureux de vous accueillir en tout cas sur notre site, avec le retour des événements donc sur le site de la Porte de Versailles. Moi j'ai une question surtout sur le ravitaillement en fait, parce qu'il y a un flou un peu au niveau
du type de ravitaillement du futur, en fait. Est-ce que ce sera un mixte vraiment entre l'électricité, le GNV, l'hydrogène, ou quelque chose va ressortir du lot et prendra le lead dans le futur sur le ravitaillement principal de toute la logistique poids lourd Alors, je peux répondre. Je pense que dans un premier temps, ce sera un mixte. C'est-à-dire qu'il va y avoir un peu de tout. Après, sur la question des bornes électriques, c'est quelque chose qui est très utile pour le particulier, l'artisan, etc. En ce qui concerne les logisticiens, en règle générale, on a fait le plein quand on part et on fait le plein quand on revient à quai. C'est assez rare qu'on ait besoin d'avitailler. Enfin, tous les véhicules électriques que j'ai mis en œuvre aujourd'hui arrivent à faire leur tournée sans avitaillement. Sinon, on ne les met pas en œuvre parce que la perte de temps est trop importante. Et donc, du coup, on a un problème de rentabilité et on préfère mettre du GNV ou une autre forme d'énergie. Donc, pour le moment, gaz, bien sûr. Et demain, c'est certain, hydrogène. Mais oui, ça sera un mixte. À mon avis, aujourd'hui, il faut sans doute commencer par déployer très fortement le gaz et penser tout de suite à comment on peut avoir les infrastructures hydrogène au même rythme que les véhicules vont se trouver sur le marché. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question Ça durera de la salle? Années. Pardon? Je dis, ce passage de l'énergie fossile à l'énergie électrique hydrogène, il y en a quand même pour quelques années. Hein. Ça ne va pas se faire en 5 ans. Hein. Donc immédiatement le gaz, le GNV en tout cas, et puis une perspective. Il faut avoir effectivement en perspective l'hydrogène, et puis les technologies vont aussi évoluer et les choses iront peut-être plus vite qu'on ne le pense. Mais effectivement qu'on ait donc cette vision donc en tête. Oui, donc une question donc, juste devant. Bonjour, Tarek Baba de Bataillog. On est spécialisé dans la logistique chantier, qui est un des aspects de la logistique urbaine. Donc ma question, elle est plutôt pour Monsieur Génessier, pour favoriser tout ce qui est report modal sur le fluvial. La plupart du temps, on arrive un peu après la bataille où les acteurs nous disent que c'est des sujets qu'il faut anticiper lors d'établissement des appels d'offres. Et que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une prise de conscience, en tout cas par la métropole, même si je vois il y a pas mal d'actions qui sont déjà prises dans ce sens-là, mais lors de la rédaction des appels d'offres, que la logistique soit prise dans son ensemble par rapport aussi à l'environnement. Oui, alors ça, donc vous parlez de la partie fluviale, enfin quel que soit peut-être le sujet, mais sur la partie fluviale, donc je vous le disais tout à l'heure, on est en discussion très avancée avec Aropa, donc Le Havre, Rouen, Paris, avec l'ensemble des collectivités. Et vous le savez, les 3 maires du Havre, de Rouen et de Paris se rencontrent régulièrement. Et la prochaine réunion, je crois que c'est le 26 octobre, en présence évidemment du président de la métropole. Et sur ce sujet de l'axe Seine en particulier, eh bien, l'objectif, c'est de pouvoir déterminer en amont des plateformes logistiques et dans le cadre des appels d'offres, effectivement, aider en cela tous les acteurs pour que les choses soient préparées et qu'on ne lance pas comme ça des appels d'offres sans forcément avoir de solutions qui puissent être préconisées. Donc on est vraiment là-dessus, enfin, vous l'avez peut-être vu à travers certains articles, et on a démontré d'ailleurs avec brio, à travers quelques exemples, que la logistique fluviale pouvait se mettre en marche. Évidemment, ça ne peut s'opérer que lorsqu'il y a un réseau hydrique suffisant. C'est le cas de la Seine. Et aujourd'hui, on a une rue qui s'appelle la Seine et qu'on essaye d'irriguer pour que la logistique soit la plus vertueuse possible. Très clairement, un des sujets, c'est une fois qu'on a réalisé la partie fluviale, comment ensuite on repart du port de Gennevilliers, du port de Bonneuil ou d'autres lieux, parce qu'il y a d'autres sites sur l'île de France. Ça aussi, il faut que ce soit peut-être plus réfléchi que ça ne l'a été jusqu'à présent, pour que ça soit peut-être un petit peu plus vertueux. Et là, on compte beaucoup sur les logisticiens, les transporteurs qui sont très agiles, toujours à pouvoir s'adapter pour que la continuité logistique soit comme cela. On a des exemples d'entreprises qui ont voulu et qui se sont mis à la partie fluviale et qui ont un intérêt marketing, le marketing de l'écologie,
il est très important et effectivement on doit intégrer dans le produit l'ensemble de la logistique et il faut qu'elle soit vertueuse. Et des marques importantes, ça a été compris par ces marques-là et on sait qu'il y en a d'autres. Voilà. Donc nous, en tant que responsables et décideurs politiques, ce qu'on souhaite, c'est essayer de devancer cela et faire qu'on ne laisse pas le fleuve de côté qui a été souvent pris pour finalement un mode de transport très secondaire. Encore une fois, le réseau hydrique est contraignant, mais lorsqu'on a un axe comme celui de la Seine, eh bien, il faut savoir transporter tout type de marchandises en ayant les moyens logistiques derrière qui soient adaptés en fait à chaque catégorie de marchandises. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin pour cette conférence. Donc, nos intervenants sont encore là quelques minutes s'il y a des questions à voir avec eux. Ah, il y a une dernière question. Oula. Bon, on va essayer de la prendre. On est bon au niveau timing, on a encore 2 minutes, c'est bon. Monsieur. Voilà, 2 questions. Alors, rapide, si c'est possible. Oui, rapide. Bonjour. Hubert Desgermain de la société Ubicar. Nous, on travaille sur la logistique automobile. Et notre difficulté, c'est qu'on a des produits qui sont à des tailles quand même relativement conséquentes. Donc, travailler sur un report modal, oui. Certainement. Alors, vous avez parlé de l'hôtel logistique, mais est-ce que nos types de logistique à l'avenir devraient passer par ce type de solution d'un report modal, alors soit fluvial, soit ferroviaire, vous l'avez parlé, avec un dernier kilomètre qui serait non pas au camion, mais peut-être en jockeyage. Comment la métropole l'a anticipé? Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont menées sur ce type de marché où les logisticiens, notamment automobiles, vont devoir faire preuve d'imagination pour pouvoir rentrer dans ces contraintes réglementaires? Dans le cadre du pacte de la logistique métropolitaine, on a eu 82 acteurs qui se sont réunis assez régulièrement et on avait différentes filières. Et chacune des filières, que ce soit celle du froid, des produits secs, des produits industriels, eh bien, on les a rencontrés. Maintenant, on peut évidemment en discuter, mais vous le savez, la question logistique, c'est de savoir en fait de quel point A à quel point B vous voulez aller. Et dans ce sens-là, ça détermine en fait le moyen de transport. Si on peut faire des contournements à certains moments pour pouvoir utiliser des modes plus vertueux, il faut qu'en termes économiques, évidemment, ça rentre. Parce que le client final, il va vouloir payer 1 euro, 2 euros ou peut-être 100 euros de plus, mais pas plus. Voilà. Et c'est l'acceptabilité du client qui va faire que... Donc nous, si vous voulez, on a au niveau de la métropole vu, et on a bien connaissance que plus de 80% des flux de marchandises sont traités par le mode le plus fiable qui est la route. Mais on souhaite prôner l'intermodalité pour que les autres modes, qui sont plus vertueux parce que moins impactants en termes de carbone, comme le ferroviaire et le fluvial, eh bien, puissent être utilisés. Donc on peut regarder avec vous, et là moi je sais qu'on a des rendez-vous avec l'ensemble des équipes, avec chacune des filières, pour regarder quels sont les flux que vous avez, et puis mettre tout cela en interface, et regarder ce qui pourrait être vertueux, et on mettra en avant en fait un grand nombre de flux, pas forcément atypiques, mais les plus importants, et puis ceux qui peuvent générer une valeur supplémentaire à la métropole et à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et donc on est tout à fait ouvert à discuter avec vous. Voilà, voilà. Merci. Il n'y a pas une logistique urbaine, mais une multiplicité. Une toute dernière question, très rapide. Bonjour, Rachid Yassar, Voie navigable de France, VNF. Pas une question, simplement une partie de réponse à la question de l'interlocuteur précédent sur les achats publics en fait. VNF a publié un guide des achats publics pour développer des solutions logistiques alternatives qui visent à donner, je dirais, à tous les acheteurs publics des solutions, des clauses qui leur permettent de favoriser des logistiques et qui intègrent justement l'aspect logistique dans l'ordonnancement des travaux et dans l'organisation des travaux. Donc ce guide est tout à fait disponible. C'est ce qui a permis notamment de développer une logistique fluviale pour l'évacuation des déblais du Grand Paris et notamment aussi sur les travaux des JO, de la Solidéo. Et on invite tous les acheteurs publics à s'en emparer en fait. Merci beaucoup de ce témoignage. En effet, un guide extrêmement bien fait, notamment avec une analyse juridique de chaque partie, donc à télécharger sur le site VNF, c'est ça, hein? Merci beaucoup. Eh bien, il reste à remercier nos intervenants de cet après-midi. Merci encore pour ce débat très riche. Business comes in all sizes.
Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it,
we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV.
we offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company, or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company, or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room.